avant d'entrer dans le détail, on a ajouté quelques slides introductives, tout simplement pour vous montrer que... Est-ce que tu peux changer la slide, Sarah? Ah, mais peut-être que je peux le faire maintenant. Ah, je peux le faire, pardon. Donc, en fait, on a pris le parti, avant de rentrer dans le détail, de vous mettre cette grille, tout simplement parce que c'est le résumé du template. C'est-à-dire que lorsque vous allez rédiger votre projet, il faudra absolument répondre à tous les critères et sous-critères qui se trouvent dans cette grille. Dites-vous que les experts évaluateurs auront exactement la même grille lorsqu'ils évalueront votre projet. Et donc, c'est simple, s'ils voient que vous n'avez pas répondu à l'un de ces critères, c'est rédhibitoire, vous perdez des points. L'omission étant la pire des erreurs, on peut mal détailler quelque chose, on peut pas donner suffisamment de détails, mais l'omission, c'est vraiment ce qui peut faire le plus de points. Donc, gardez cette grille avec vous et attachez-vous à vraiment répondre à tous les critères. Vous pouvez constater que chaque critère a un poids, 50% pour l'excellence, 30% pour l'impact et 20% pour la mise en œuvre. Ça ne veut pas dire qu'il faut privilégier l'excellence parce que c'est la moitié de la note et pas s'appliquer à bien répondre aux deux autres. Parce que dites-vous bien qu'à deux projets équivalents, ce sont les petites différences dans l'impact et la mise en œuvre qui vous feront gagner des points. Donc, si vous avez un meilleur impact, si vous avez une mise en œuvre qui est fluide, qui est hyper cadrée, ça sera beaucoup plus important pour les experts évaluateurs et donc vous aurez une meilleure note. Donc, il ne faut vraiment pas négliger ces deux critères-là. Ensuite, chaque critère est noté de 0 à 5, sachant que 0, bien sûr, c'est la catastrophe et 5, c'est l'excellence. Bien sûr, ces notes sont pondérées par des décimales, donc bien souvent, on a des 4,1, 4,2, etc. Le score minimum à atteindre pour pouvoir avoir une chance d'être financé, c'est 70%. Alors, on va être parfaitement honnête, 70%, on est très loin d'être financé. Ça vous donne l'opportunité de, et quand on regarde les résultats pour 2019, les scores seuil par panel, eh bien, au minimum, il fallait avoir 77,4 pour le panel éco, et au maximum 91 pour le panel sciences humaines et sociales. Donc, on est quand même dans le haut du panier des notes, on va dire. Donc, 70%, c'est pas suffisant. À côté de ça, vous voyez le taux de succès. Oui, bien entendu, la présentation sera envoyée et elle sera disponible. Enfin, elle sera surtout disponible dans la boîte à outils. Donc, il n'y a pas de souci. Côté taux de succès, on peut quand même constater que ils sont encore relativement assez élevés. Donc, ce n'est pas de la loterie comme pourraient dire certains des programmes européens. Ça vaut encore le coup de candidater et de tenter sa chance. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet en commençant par le critère excellence, sachant que dans l'excellence, ce qui va prévaloir au démarrage, c'est le projet. Donc, on va vous demander de proposer un projet qui soit de qualité, ambitieux mais réalisable, opportun, pertinent. Qu'est-ce qu'on entend derrière ces mots, notamment derrière opportun? Parce que c'est un mot qui revient très souvent dans les rapports d'évaluation. C'est surtout que vous allez traiter d'une problématique qui est significative au niveau mondial. Par exemple, vous allez contribuer au développement d'une agriculture durable. Donc, l'idée, c'est vraiment, et c'est pour ça que généralement, qu'ils ajoutent le mot pertinent avec, c'est de démontrer que c'est le meilleur moment pour proposer votre projet. C'est pas dans 10 ans qu'il faudra le faire, ce sera trop tard, et c'est pas il y a 10 ans parce qu'on n'en était pas encore là, c'est vraiment maintenant qu'il faut se lancer dans cette aventure. Il faudra définir clairement le périmètre de recherche étudié. Ça paraît assez évident et pourtant, il y a encore des projets où les programmes de recherche sont beaucoup trop diversifiés. Et du coup, les évaluateurs ont vraiment du mal à imaginer comment les différents participants pourront porter ensemble un programme aussi riche de manière cohérente. Donc vraiment, délimiter le périmètre de votre recherche afin de vraiment cadrer là où vous voulez aller. Exposer l'état de l'art, bien entendu, d'une manière détaillée, claire et complète. Et vraiment, l'idée, encore une fois, c'est de fournir le contexte idéal pour le projet de recherche. Démontrez-leur que c'est maintenant qu'il faut y aller, qu'il y a un vrai gap à résoudre et qu'il ne faut pas attendre plus longtemps. Identifier les enjeux majeurs du projet.
Énoncer et détailler les objectifs de recherche et de formation, voire d'innovation quand c'est le cas. Et alors, les objectifs, ils doivent être vraiment en lien avec le projet de recherche. Pour qu'ils soient spécifiques, qu'ils soient mesurables, identifiables, réalisables. Et il ne faut pas se focaliser que sur les objectifs de formation. Hein. L'objectif, c'est aussi un projet de recherche. Donc, on doit avoir des objectifs de recherche et des objectifs de formation. Les deux doivent apparaître dans le projet. Ensuite, il faut décrire avec précision la méthodologie proposée, qui est son originalité, montrer qu'elle permet de répondre aux objectifs fixés. Évidemment, si vous proposez une méthodologie mais qui n'a rien à voir avec les objectifs, bah là, encore une fois, vous n'allez pas être cohérent. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer des méthodologies qui vont être utilisées sur le terrain, des méthodologies, que ce soit au niveau des méthodes de travail, etc., mais vraiment qui vont permettre de répondre à ces objectifs. Mettre en avant les aspects multi- et interdisciplinaires et intersectoriels. Alors ça, bien sûr, vous allez me dire, il y a des réseaux, c'est pas obligatoire d'avoir l'intersectorialité. C'est vrai, on peut avoir des réseaux internationaux où il n'y a pas cette intersectorialité. Cela étant, quand vous proposez un projet qui peut être intersectoriel, ne vous contentez pas du minimum. C'est-à-dire, vous ne dites pas juste, oh, bah, il y a une spin-off dans une entreprise et puis on s'arrête là. Non. Il faut qu'il y ait un vrai équilibre entre les deux secteurs. Faut que, au moins, faut que ce soit, même si ce n'est pas un 50-50, mais il faut vraiment qu'il y ait un apport cohérent et justifié des deux côtés. Côté discipline, eh bien, il faut, là, on peut l'avoir dans les deux types de réseaux. Et cette interdisciplinarité, on peut l'avoir, par exemple, via le travail conjoint entre des théoriciens et des expérimentalistes dans différentes disciplines, etc. Ensuite, il faudra souligner les aspects innovants et originaux, notamment par rapport à l'état de l'art, que ce soit au niveau des outils, des méthodes. Donc, en fait, c'est très important de détailler ces aspects parce que sinon, on ne verra pas ce qu'il y aura de nouveau par rapport à votre projet et par rapport à l'état de l'art, surtout comment vous comptez dépasser cet état de l'art. Si vous voulez, si vous dites bah, l'état de l'art il est ce qu'il est, on en est là aujourd'hui, mais vous ne démontrez pas les aspects originaux et innovants de votre projet, on va avoir du mal à voir comment vous allez dépasser l'état de l'art et qu'est-ce que vous allez apporter qui n'a encore jamais été fait jusqu'à présent. C'est toute méthodologie. Ça peut être la méthodologie scientifique, la méthodologie de transfert de connaissances. Oui, c'est les deux. Ensuite, il faudra proposer des secondes mains forcément qui correspondent aux objectifs du projet. Hein. L'idée, c'est pas juste d'aller se promener dans des pays à droite à gauche, mais vraiment de répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Et enfin, ne pas négliger les aspects de genre, que ce soit au niveau des participants, donc groupe de décision, leader work package, personnel en mobilité, si vous avez un bureau CDD dans un des organismes, regardez s'il y a des hommes et des femmes. Au niveau des activités, donc on peut avoir des activités pour promouvoir les femmes dans la science. Et enfin, au niveau de la recherche, quand c'est mâle, femelle, quand c'est possible. Et c'est pas un mythe. Dans tous les ESR qu'on a regardés, le genre, il était mentionné, que ce soit au niveau de la recherche, de l'activité ou des participants. Il y a même des projets qui proposaient des Gender Action Plans et qui ont été vus comme un plus par les experts évaluateurs. Donc, il ne faut vraiment pas le négliger. Et à l'inverse, si vous ne vous y attachez pas, c'est certain que ce sera vu comme une faiblesse. Parce que c'était soit vu en faiblesse, soit vu en force dans les ESR, mais c'était présent dans tous les ESR sans exception. À côté du projet, forcément, qui est l'essence même de votre réseau, il y a le partage des connaissances, l'interaction entre les participants. Qu'est-ce que vous entendez par détailler le second main? Je continue et puis je reprendrai votre question après quand vous m'aurez détaillé la question. Alors, pour le partage des connaissances, il faut absolument établir une stratégie de qualité qui soit crédible et pertinente afin de partager les connaissances entre tous et pouvoir créer un réseau dynamique entre les différents participants. Il faut décrire précisément les activités et les objectifs de Second Month. Encore une fois, l'idée n'est pas juste de se déplacer dans un autre pays ou dans un autre organisme, mais vraiment de partager des connaissances, d'interagir avec d'autres structures, d'interagir avec d'autres personnels et de pouvoir chacun avoir la même connaissance à l'arrivée de la thématique de recherche. Il faudra bien aussi décrire les objectifs
de chaque seconde month, c'est-à-dire dans le sens où ils devront répondre aux objectifs du projet en eux-mêmes, les objectifs du projet en lui-même. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin de chaque seconde month, on commence à répondre petit à petit aux objectifs qu'on s'était fixés au départ dans le projet de recherche. Détailler aussi tous les autres mécanismes qui vont permettre de partager les connaissances et la variété des interactions entre les participants. Et oui, même si les secondes mains sont l'essence même du projet, puisque l'idée c'est que chaque personnel puisse se déplacer, il n'y a pas que ça dans un RISE. L'idée c'est aussi d'avoir des réunions, soit en présentiel, soit en distance, des formations, des conférences, des séminaires, tout ce qui pourra contribuer à ce que vous ayez un réseau dynamique et que vraiment chacun puisse intervenir dans le réseau et que ça permette de contribuer aussi à faire des collaborations plus pérennes par l'avenir, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Il faut aussi identifier clairement les connaissances à partager. Ça paraît, un peu évident, mais pourtant il y a encore des projets où on a vu des rapports d'évaluation où finalement vous ne voyez pas ce que les personnels allaient échanger comme connaissances au moment des secondes months. Il faut proposer des méthodes de partage et d'interaction qui soient adaptées à chaque organisation. Forcément, l'idée, c'est qu'on a les entités n'ont pas toutes la même taille, n'ont pas tous les mêmes moyens. Donc, il faudra penser à proposer des solutions qui soient possibles et adaptables à chacun et que chacun puisse vraiment bénéficier de ce réseau. Il faut organiser le planning du projet, l'agenda du projet de manière à exploiter l'expertise et les ressources de tout le monde. Encore une fois, chaque entité est différente, chaque entité est donc complémentaire et il faut s'appuyer sur les expertises et les ressources de chacun et organiser le planning autour de toutes ces compétences pour avoir quelque chose qui soit le plus exploitable possible. Il faut indiquer comment le partage de connaissances va directement contribuer à atteindre les objectifs fixés. Encore une fois, l'idée, c'est bien de répondre aux objectifs que l'on s'est fixés au tout départ. Donc, en quoi ces connaissances et ces partages vont nous aider à y répondre. Et enfin, proposer des interactions qui vont permettre de développer des nouveaux outils, des nouvelles approches, des nouvelles données. Un petit point que je vais rajouter par rapport au troisième point, donc par rapport au mécanisme, si vous attachez à ne faire que des secondes mains et que vous ne racontez pas plus en détail ce que vous allez faire autour, on va trouver que votre réseau est vraiment très pauvre en termes d'interaction. Donc, on est bien d'accord que d'un côté, il y a le partage des connaissances qui va être fait, notamment via les secondes mains, mais pas que. Il y a aussi tout ce qui peut être à côté en formation, en conférence. Mais il faut vraiment aussi créer une vraie dynamique, une vraie interaction entre les participants pour que vous ayez vraiment un réseau crédible et solide et qu'on ait envie de financer. Enfin, au niveau des résultats attendus, eh bien, il va d'abord falloir montrer que les résultats qui sont obtenus, ils auront une utilisation, une application concrète. Parce que bien souvent, ça a été vu, comme vous savez, dans les ESR, quand on ne voit pas à quoi ça va servir après, finalement, ça dessert un peu le projet. Et il faut indiquer qui seront les futurs utilisateurs de ces résultats. Si on vous a déjà démarché en vous disant ah moi les résultats que vous allez obtenir là, ça pourrait être intéressant pour une autre de mes recherches, etc. N'hésitez pas à le mettre. Ça va ne faire que renforcer le fait que votre projet doit être financé maintenant. Au niveau des organisations participantes, on l'a évoqué un peu plus en avant, mais il faut proposer un consortium de qualité. Chacun a des expertises spécifiques, complémentaires et équilibrées. Il manque un accent sur ce mot. Et donc, ils vont inclure des parties prenantes pour le domaine scientifique. Donc là, on a mis des exemples, mais ça sera vraiment adaptable à chacun des réseaux. Donc, il faudra bien démontrer la complémentarité des participants. Souligner aussi la contribution de chaque participant, alors que ce soit au niveau du partage des connaissances, que ce soit au niveau des expertises que chaque participant apporte, afin de couvrir tout le savoir qui est nécessaire pour atteindre les objectifs et dépasser l'état de l'art. Parce que l'idée, c'est que si il y a des expertises qui sont un peu similaires d'une entité à une autre, si on ne voit pas vraiment la complémentarité entre chacun,
on va se demander pourquoi ces deux entités-là sont là. Donc ça, il faut vraiment démontrer que l'expertise de chaque participant est nécessaire et permet de couvrir tout le savoir. Et enfin, il faut aussi présenter clairement le rôle de chaque organisation et de chaque personnel clé. Bien souvent, c'est oublié, on mentionne un ou deux personnels, mais on s'arrête là. Non, il faut vraiment indiquer tous les rôles de chaque personnel qui va avoir un rôle majeur dans votre projet. Enfin, au niveau des formations, il faut présenter les formations de manière détaillée et elles doivent bien entendu répondre aux besoins des compétences qui vont être identifiées chez les participants, en fonction des personnels qui se déplacent, en fonction des entités qui participent. Chacun n'aura pas le même besoin parce que chacun n'aura pas le même niveau de connaissance ou le même niveau de compétence. Donc, bien entendu, il faudra s'adapter en fonction et proposer des formations qui vont en conséquence. Et puis, il faudra aussi, bien entendu, mettre en exergue la contribution du secteur privé dans ces fameuses formations. Alors, pour l'excellence, ça s'arrête ici. On va peut-être essayer de reprendre les questions. Alors, qu'est-ce que sont les secondes mains? Les secondes mains, ce sont les déplacements finalement que vont effectuer les personnels durant le réseau. C'est-à-dire que par rapport à d'autres actions Marie Curie, ici, il n'est pas question de recrutement. Ce sont simplement des mobilités qui vont avoir une durée de 1 à 12 mois pour chaque personnel. Alors, on peut faire 12 mois, on peut faire du fractionné, on peut faire 2 mois plus 2 mois, on peut ne partir que 2 mois et pas partir les 12 mois. C'est vraiment très flexible et comme ça permet de s'adapter aux emplois du temps de chacun, même si ces secondes mains devront être prévues tout au départ, dans le montage du projet. Et donc, c'est via ces secondes mains qu'on va pouvoir échanger les connaissances, partager des nouveaux savoirs et puis contribuer donc à développer ces objectifs, enfin, contribuer à répondre aux objectifs qu'on s'est fixés. Sachant que la taille maximum d'un réseau, c'est 540 personnes mois. Donc, si on divise 540 personnes mois par 12, ça veut dire qu'au maximum, 45 personnels pourraient partir 12 mois, le maximum. Bien souvent, c'est pas le cas, c'est bien souvent beaucoup moins. Généralement, les personnels se déplacent 2 à 3 mois, mais il y a donc beaucoup plus de personnels qui peuvent bénéficier de ces secondes mains. Des exemples d'activités pour le gender plan. En fait, ça, c'est. Alors, il n'y a pas. Nous, on ne voit pas ce qui a été mis dans les projets, dans le détail, mais bien souvent, quand même, ce qui ressort, c'est de prévoir des activités, par exemple, pour la promotion des femmes dans la recherche. Typiquement, j'avais rencontré un projet en mathématiques qui est à forte dominance masculine, mais ça n'empêche pas que les femmes peuvent aussi faire des mathématiques. Et donc, ils avaient fait le choix d'organiser une table ronde avec uniquement des femmes mathématiciennes à destination du jeune public pour leur démontrer que les femmes peuvent aussi faire des mathématiques et que, voilà, quand on est jeune, on peut avoir l'idée d'entreprendre une carrière dans cette thématique de recherche. Voilà, on peut avoir ça comme idée pour au niveau des personnes, mais dans le gender plan, on peut avoir les trois. On peut très bien avoir dans son gender plan nous dire, eh bien, au niveau de la recherche, on va penser à faire sur des mâles et des femelles parce qu'on aura potentiellement des résultats différents. Que au niveau de notre consortium, eh bien, on va s'attacher à ce que dans nos work package leaders, et ben, on est autant de femmes que d'hommes, ou au moins autant de faire se peut. Dans les personnels qui vont se déplacer, eh ben, on va essayer aussi qu'il y a suffisamment d'hommes et de femmes. Et puis donc, au niveau des activités, c'est l'activité que je vous citais au tout démarrage, par exemple une table ronde, aller sensibiliser les jeunes femmes à entreprendre des carrières scientifiques, etc. Et des recommandations en cas de déséquilibre. Après, ils vont pas vous en tenir rigueur parce que vous avez malheureusement moins d'hommes ou moins de femmes. Le tout, c'est de montrer que vous y avez pensé. Vraiment, c'est si vous n'indiquez rien du tout, on va vous dire ils n'y ont pas pensé, donc ils se sont pas souciés de la question. En revanche, par exemple, si vous dites moi ma recherche elle peut pas être genrée, ça sert à rien qu'on fasse de la recherche soit sur des mâles ou des femelles, on aura le même résultat.
Donc, on va prendre que des mâles, mais c'est pas parce qu'on ne veut pas faire les femelles qu'il n'y aura pas de différence. Voilà. Le tout, c'est d'expliquer avec une ou deux phrases, et plus vous êtes clair, et plus vous êtes transparent, et moins on vous reprochera de ne pas avoir essayé de répondre à la question. Peut-on partir 2 fois 15 jours? En fait, pour avoir les 2 100 € par mois, il faut faire au moins un mois pour déclencher le financement. Donc, si vous faites 15 jours, il faudra refaire 15 jours, mais pour déclencher un mois de financement. Donc, du coup, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément très stratégique de dire je vais partir que 15 jours parce que vous n'aurez pas le financement tout de suite. C'est peut-être mieux faire après, tout dépend où vous partez, bien entendu. Hein, si vous partez dans le pays d'à côté ou si vous partez un peu plus loin. Mais dans des réseaux internationaux, par exemple, si l'idée c'est d'aller au Brésil, oui, non, on va essayer de regrouper les secondes mains parce que sinon, vous n'allez pas déclencher les financements et puis ça va être très compliqué à monter aussi en termes administratifs et financiers. Alors non, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite de partenaires dans un consortium. Le tout, c'est d'être crédible. Hein. L'idée, c'est vraiment de proposer un consortium qui propose, enfin, à proposer un consortium qui propose, c'est un peu redondant, je suis désolée, d'avoir un consortium qui permet d'avoir toutes les compétences qui sont nécessaires pour répondre aux objectifs et que tout le monde soit complémentaire. Si on voit on a un petit réseau, il nous manque une compétence, on rajoute. À l'inverse, si on voit qu'on a un réseau, mais que potentiellement on a deux entités qui se marchent un peu dessus parce qu'ils font des choses un peu similaires, là, attention, on regarde. Est-ce qu'on a vraiment besoin des deux? Est-ce qu'on a vraiment besoin des deux entités en présence ou est-ce qu'on peut en avoir qu'une parce que finalement c'est redondant donc on va pas vraiment voir la complémentarité des deux. Voilà, il faut vraiment proposer quelque chose de cohérent. Je vous propose que l'on passe à l'impact. Je vais faire la première slide et puis je donnerai la parole à Saran qui fera la suite. Alors au niveau de l'impact, quand on a commencé à juin 20, au niveau du PCN, on avait toujours tendance à rabâcher qu'il fallait absolument démontrer l'impact au niveau des personnels, des organisations participantes et de la science, de la société en général. Eh bien, depuis 2016, depuis 2017, maintenant il n'y a plus le choix, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc dans le guide, dans les templates. Donc vous n'avez plus le choix, il faut absolument démontrer cet impact à ces 3 niveaux. Alors, au niveau des personnels, il faut absolument décrire toutes les compétences, qu'elles soient scientifiques, techniques et transférables, ainsi que tous les savoirs qui seront à acquérir pour tous les personnels impliqués dans le réseau. Il ne faut pas négliger des personnels qui seraient en déplacement. C'est-à-dire qu'on a vu des ESR, par exemple, où on voyait bien, c'était très évident que les personnels non européens allaient pouvoir développer et acquérir, mais par contre, pour les personnels européens, on ne voyait pas. Et donc ça, c'est pas possible. Il faut vraiment que tous les personnels impliqués puissent développer des compétences et avoir de nouveaux savoir-faire et des nouveaux savoirs tout court à la fin du réseau. Il faut souligner l'amélioration des perspectives de carrière grâce à la recherche et à la formation et à la valeur ajoutée du réseau. Là aussi, quand on parle de perspectives de carrière, c'est perspectives de carrière au niveau académique et non académique. Et encore une fois, on ne néglige personne. C'est les perspectives de carrière à tous les stades de la carrière. On a dans les ESR, par exemple, il y avait un réseau qui avait très très bien décrit les perspectives de carrière pour les doctorants, pour les jeunes, c'était très bien. Mais par contre, pour les chercheurs expérimentés et les techniciens, là, il n'y avait plus rien. Et ça fait perdre des points. Donc, on pense à tout le monde. Et en termes de valeur ajoutée du réseau pour les personnels, ça va être des nouvelles collaborations, des nouveaux contacts avec des personnes avec qui normalement ils n'ont peut-être pas eu l'habitude de travailler ou avec qui ils n'auraient jamais pu rencontrer, donc une nouvelle visibilité pour de nouveaux projets, etc. Au niveau des organisations participantes, il faudra renforcer les collaborations qui existent déjà. Donc là, il faudra bien détailler le noyau dur de ce réseau, mais il faut aussi développer des nouvelles collaborations et notamment qu'elles soient durables, que ce soit entre l'Union européenne et les pays tiers ou entre le secteur académique et le secteur non académique.
Et l'idée, c'est vraiment d'arriver à maintenir ces collaborations au-delà du projet pour montrer comment vos secondes mains, comment les activités de recherche, comment les mécanismes d'interaction que vous avez pu proposer vont contribuer à garantir des collaborations à long terme et voire proposer un partenariat pérenne avec des projets qui seront derrière ce réseau de 48 mois. Et enfin, il faut décrire l'impact potentiel, évidemment, pour chacune des organisations qui vont être membres de ce réseau. Et enfin, au niveau de la science, de la société, du système, ça va être de souligner l'amélioration du potentiel de recherche et d'innovation en Europe et au niveau mondial. Et là, j'insiste bien sur les deux, parce que souvent dans les ESR, on a eu soit que l'Europe, soit qu'au niveau mondial. Et souvent, les experts évaluateurs, ils mettent un petit peu le point en faiblesse en disant attention, on voit bien au niveau mondial, mais on ne voit pas au niveau européen ou inversement. Donc, bien penser aux deux. Bien sûr, quand vous êtes sur des réseaux européens, c'est peut-être un peu plus délicat, mais en tout cas, sur les réseaux internationaux, c'est vraiment primordial de l'indiquer. Souligner l'amélioration de l'expertise européenne en termes d'instrumentalisation et de technologie. On rappelle, c'est aussi, les réseaux sont là aussi pour pouvoir créer de nouveaux outils quand c'est possible. Indiquer les potentiels bénéfices scientifiques et économiques. Et enfin, décrire les retombées pour la société, montrer le potentiel évident de progresser dans des défis sociétaux. Et l'idée, là, c'est vraiment d'arriver à exploiter les synergies avec d'autres projets suite à ce projet-là. Voilà, donc maintenant, je laisse la parole à Sarah pour la suite de la présentation. Voilà. Alors, une fois qu'on a défini ces impacts-là, il va falloir définir également une stratégie, enfin plusieurs stratégies pour voir comment est-ce qu'on va communiquer autour de ces impacts-là, comment on va disséminer ces impacts et enfin comment on va pouvoir exploiter ces impacts. Alors, je sais que la différence entre dissémination, exploitation, communication n'est pas toujours claire. Donc, on va commencer par faire une petite brève parenthèse définition. Donc, la dissémination des résultats, la dissémination, ça va être effectivement la dissémination des résultats vers les utilisateurs finaux potentiels à la fin du projet. Donc, quand on entend dissémination, ce n'est pas forcément dissémination uniquement des résultats scientifiques à destination de vos pairs. C'est à destination de l'ensemble des utilisateurs finaux potentiels. Par exemple, dans un projet en médecine, vous pouvez parfaitement disséminer des résultats vers les professionnels de santé. Et on considère ça comme étant de la dissémination également. L'exploitation, donc là, on a tendance à dire que l'exploitation doit forcément être commerciale, donc on verra un peu plus tard que non. En revanche, l'exploitation, ça va être l'exploitation des résultats par l'ensemble des membres du consortium, pareil, en fin de projet. Et finalement, la communication, ça va être de communiquer sur le projet et non pas nécessairement sur les résultats de ce projet-là, tout au long du projet, vers un large public, certes, mais qu'il faudra toujours qualifier dans votre proposition. Donc la communication ainsi que la dissémination, elles doivent être obligatoirement extrêmement ciblées. Donc il faut identifier ce qu'on appelle des target groups, donc à qui vous voulez communiquer, à qui vous voulez disséminer ces résultats et pourquoi. Donc pour aller un peu plus dans le détail, donc la communication, on définit les publics cibles et on choisit aussi des activités de communication qui vont être adaptées à chaque catégorie des publics cibles. Donc admettons, vous avez envie de communiquer une activité, toujours on va prendre, on va prendre la santé. Au niveau d'association de patients, bah forcément, vous n'allez pas communiquer de la même manière que si vous communiquiez auprès des personnels de santé et vous n'allez pas forcément engager les mêmes types d'activités autour de ces publics-là. Alors, choisir des activités de communication originales et crédibles et bien les décrire, alors là, pareil, ça peut paraître un peu banal et c'est toujours difficile d'identifier des activités de communication originales. On a toujours l'impression que tout a été fait. euh, et donc, on repart toujours dans les mêmes types d'activités de communication au niveau des événements, au niveau des sites web, au niveau des outils. Mais essayez en fonction aussi de la thématique de votre projet et peut-être des membres de votre consortium d'identifier des choses qui n'ont pas forcément été faites ou qui en tout cas sont suffisamment peu génériques comme pour être plus spécifiques à votre projet et à votre thématique. Et là encore, bien les décrire. Donc, ne vous contentez pas de dire bon bah nous on va aller à la fête de la science une fois par an et ça va être bien. Pareil, toujours pour être le plus précis possible, identifier les canaux de communication. Donc là encore, ça peut paraître banal, mais vous ne pouvez plus oublier les réseaux sociaux dans les différents canaux de communication. Donc parler des canaux de communication traditionnels, sites web, etc.
Mais n'oubliez pas les canaux de communication via les réseaux sociaux. Vos impacts et notamment la manière dont vous allez les communiquer, ils doivent être mesurables. Et donc, c'est ce qu'on appelle les KPI. Donc ça, il ne faut vraiment pas les oublier parce que c'est important pour la Commission européenne aussi de pouvoir communiquer autour de ces chiffres-là. Et donc, ils sont sensibles à la quantification en fait, de l'impact de ces activités de communication. Donc, ce n'est pas tant le nombre, alors c'est important aussi, hein, le nombre d'événements, le nombre d'activités, mais c'est aussi combien de personnes vont être touchées par ces activités de communication. Alors c'est très estimatif, hein, évidemment, mais en tout cas, il faut essayer de trouver des chiffres sur ces impacts-là. Et évidemment, souligner l'engagement du grand public de manière assez spécifique. Sur la dissémination des résultats, là, on parle souvent de l'établissement d'une stratégie de dissémination et d'exploitation des résultats de qualité. Alors, vous pouvez évidemment l'évoquer dans votre projet. Vous pouvez aussi l'évoquer ensuite en livrable comme étant un travail sur lequel vous travaillerez avec vos partenaires. Et évidemment, cette stratégie-là, elle doit être en lien avec les objectifs et elle doit être réaliste euh, pour rassurer l'évaluateur. Là encore, il faut bien définir les catégories d'utilisateurs finaux, donc la communauté scientifique, les industries, les décideurs politiques, les ONG, les patients, les cliniciens, les associations. Enfin, voilà, il y a vraiment pléthore de différentes catégories d'utilisateurs finaux. Et encore une fois que vous les aurez identifiés, il faut bien identifier les différentes activités de dissémination que vous allez opter, enfin pour lesquelles vous allez opter en fonction de chaque catégorie et bien les décrire. Là encore, le plus vous pourrez mesurer les impacts des activités de dissémination, donc le nombre de personnes qui seront touchées, le plus sensible, effectivement, ce sera au niveau de l'évaluateur. L'exploitation des résultats, là encore, on parle d'une stratégie d'exploitation qui doit être réaliste. On ne vous demande pas forcément à l'issue de votre projet de mettre sur le marché le prochain Microsoft, loin de là, mais par contre, il faut qu'elle soit ambitieuse et surtout qu'elle prenne en compte les enjeux de propriété intellectuelle en lien avec les résultats attendus. Donc là, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos services valorisation, contrat, parce que ils pourront vous accompagner sur la définition de ces politiques-là. Il y a des politiques d'établissement, évidemment, des politiques au niveau national aussi. Et de plus en plus, ces évaluateurs demandent au consortium d'être plus précis sur leur politique en matière de propriété intellectuelle et surtout, évidemment, la politique de propriété intellectuelle à l'interface avec la stratégie d'exploitation. Par exemple, si vous avez un projet avec, je ne sais pas, Thales et que dans le cadre de ce projet-là, vous allez vouloir éventuellement déposer un brevet, alors voilà, mais qu'en parallèle à ça, vous expliquez que vous allez publier énormément d'articles et à tout bout de champ, forcément, pardon, je parle un peu plus fort, dites-moi si vous m'entendez mieux. Forcément, là, les évaluateurs vont tiquer en se disant: «Mais c'est impossible en matière de pays, ça peut pas on peut pas à la fois déposer des brevets et publier à tout bout de champ» ou en tout cas, il faut expliquer la manière dont on va pouvoir le faire. Souligner les moyens pour une éventuelle exploitation commerciale, là encore, c'est pour renforcer la faisabilité de votre politique et de votre stratégie d'exploitation. Mettre l'accent sur les besoins du marché et l'exploitation future des technologies développées. Donc, encore une fois, on fait de l'exploitation, on développe des produits, mais c'est opportun. Donc, Morgane en parlait plus tôt, donc c'est opportun. Et ça fait référence à des besoins concrets. Estimer l'impact direct des résultats du projet. Donc là, on est encore dans la quantification de ces résultats. Et impliquer les ESR dans les activités d'exploitation parce que ça constitue une formation pour eux. Ils vont y être confrontés de toute façon dans leur carrière future et de pouvoir l'intégrer dans leur formation en qualité de jeunes chercheurs, c'est une chose qui est particulièrement bien vue. Pour revenir sur la propriété intellectuelle, là encore, ne négligez pas cette partie, réfléchissez-y, ne soyez pas trop générique parce que les évaluateurs sont de plus en plus critiques sur cette partie propriété intellectuelle. Et enfin, conformément aussi aux attentes de la Commission européenne, faites bien attention à expliquer votre stratégie via l'open access, l'open data, en tenant compte évidemment des enjeux de pays
et de votre projet et du potentiel d'exploitation de votre projet. Alors, je regarde simplement s'il y a des questions parce qu'on va terminer la section impact. Alors ça, on y reviendra après. Comment faire tenir tous ces points? Comment faire tenir tous ces points en 30 pages? Bah, effectivement, il faut être extrêmement synthétique et très précis. Et en fait, finalement, c'est en étant le moins générique possible et donc en étant le plus précis possible que vous allez réussir à être synthétique. Alors, une section spécifique sur l'IP, en tout cas, il faut l'évoquer et il faut une partie, un paragraphe sur la propriété intellectuelle. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'ai pas l'impression. Alors, la partie mise en œuvre. Donc, lorsque vous commencez à rédiger cette partie, en fait, il faut simplement vous mettre en tête que l'objectif va être de rassurer l'évaluateur quant à la faisabilité dans la mise en œuvre de votre projet. Donc, il va s'agir de vous inscrire non pas dans une démarche purement scientifique, mais une démarche projet. Et donc, vous devez tout simplement planifier le déploiement de votre projet. Donc, attention, par contre, votre plan de mise en œuvre doit naturellement faire écho aux activités scientifiques et de formation de votre projet. Et un petit conseil là-dessus, vous pouvez toujours faire un tableau, pas nécessairement à inclure dans votre projet, parce que vous êtes contraint au niveau des pages, mais en tout cas faire un tableau pour vérifier que l'ensemble des actions de scientifiques, de formation prévues se retrouvent dans votre plan de mise en œuvre et qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Donc le plan de travail, on va commencer à nouveau par un petit moment définition. Alors, le Work Package, qu'est-ce que c'est? C'est un lot qui regroupe un ensemble de tâches et qui va adresser un ou plusieurs objectifs. Les tâches vont être des actions très concrètes qui seront menées au sein d'un Work Package. Le délivrable, c'est un résultat qui est distinct, qui est tangible ou intangible de votre projet et qui est produit pendant le déroulement du projet. Finalement, les milestones, donc jalons, à différencier des livrables, correspondent aux étapes, les véritables points décisifs dans la mise en place de votre projet et qui permet de piloter son avancement. Attention, ils ne vont pas forcément être uniquement scientifiques et ou pédagogiques. Alors, je rappelle ces définitions et en même temps, on va aller dans le détail ensuite, mais l'idée, c'est effectivement que vous puissiez organiser l'ensemble de votre travail, donc pas uniquement scientifique et ou pédagogique. Donc, on retrouve très souvent un Work Package sur le management, un Work Package, enfin pas très souvent, obligatoirement, un Work Package sur la dissémination et la communication. Et ces Work Packages-là, ils doivent être dans une certaine mesure transversaux. Le plan de travail, donc il faut qu'il soit structuré, détaillé, crédible, cohérent avec les objectifs du projet. Donc ça a l'air de faire beaucoup, mais en fait, tout simplement, il faut que vous accompagniez étape par étape l'évaluateur pour le rassurer à nouveau sur la mise en œuvre de votre projet et comme quoi vous avez pensé à tout. Et de démontrer aussi la faisabilité de votre projet dans son ensemble. Donc, c'est-à-dire que l'expertise du consortium, plus la méthodologie proposée, plus les tâches concrètes, plus les résultats préliminaires permettent de démontrer que votre plan, il est crédible et donc ça en démontre la faisabilité. Au niveau des Work Packages, bien décrire les objectifs et les activités, donc les tâches qui vont dans chaque Work Package. Bien démontrer les liens entre les différents Work Packages et les différentes tâches. C'est-à-dire que dans les évaluations, très souvent, on a plein de tâches qui sont en parallèle, mais on ne comprend pas comment l'une peut se nourrir de l'autre. Donc, essayez de bien démontrer qu'effectivement, tout est connecté, mais que les choses se font de manière cohérente. Donc, si, admettons, vous avez besoin d'un résultat ou voilà, d'avoir finalisé une activité du Work Package 1 pour commencer le Work Package 2, mais qu'en fait, vous faites commencer le Work Package 2 en même temps que le Work Package 1, forcément, là, il y aura une incohérence. Organiser le Work Package autour du partage de savoir, de la formation, mais également autour du projet scientifique et définir les tâches attribuées à chaque partenaire dans chaque VP
allouer les tâches et les ressources en fonction de l'expérience et des capacités de chaque participant. Donc là, c'est très important et souvent, on n'a pas toujours le temps de s'y atteler, mais il faut vraiment que chaque, et là, ça participe encore une fois à démontrer que le consortium est équilibré et cohérent, c'est de démontrer que chaque partenaire a sa place et que du coup, il va être en charge d'une tâche bien spécifique qui fait référence aussi à ses points forts, à ses compétences et à la raison pour laquelle il participe au projet. Alors, pour répondre à votre question, je ne sais pas si on l'a en anglais. À voir. Les jalons, milestones et résultats livrables. Donc là, il n'y a pas besoin d'en avoir pléthore. C'est-à-dire qu'un projet où il y a 50 livrables, non seulement c'est compliqué pour l'évaluateur, mais ça va être aussi compliqué pour vous si jamais vous êtes lauréat, puisqu'après, bah, ça a valeur contractuelle aussi auprès de la Commission européenne. Donc, essayez d'être spécifique dans vos livrables, de les regrouper éventuellement. Et en revanche, faites en sorte qu'ils soient très clairs. Et donc, il faut aussi montrer évidemment les liens entre les livrables et les objectifs du projet. Donc, un livrable va évidemment permettre d'atteindre dans une certaine mesure un objectif qui aura été défini. Les livrables, ils doivent être ambitieux, mais ils doivent quand même être réalistes et pertinents. Et ça sera largement évalué par les évaluateurs. Et faire attention à l'adéquation entre les tâches et les étapes, ainsi que les objectifs et les livrables. Donc tout ça, ça doit constituer un tout pour démontrer à nouveau que votre work plan, il est faisable et il est réaliste. Alors, l'organisation participante. Là, vous allez vous vendre. Donc, il va falloir d'une part que vous souligniez votre expertise et la longue expérience des participants dans le domaine. Donc, pourquoi est-ce que vous faites partie de ce consortium-là? Et donc là, ça va être plus spécifique. Montrer que l'engagement de chaque établissement participant ne laisse pas de doute, donc que chaque participant a vraiment compris ce à quoi il s'engage dans la mise en œuvre de ce projet-là et qu'il est engagé à le faire en termes de temps, en termes de moyens, en termes d'infrastructure. Détailler le rôle et les responsabilités du coordinateur, des Work Package Leaders et de tout personnel clé pour montrer aussi à nouveau voilà, qu'ils en ont les épaules, mais aussi qu'ils ont bien compris quels vont être leurs rôles dans le projet. Identifier les personnes qui participeront au secondment et décrire leur profil. Alors oui, ça peut paraître chronophage, mais là encore, ça montre et ça permet évidemment d'aller dans le concret du projet. Montrer que chaque partenaire dispose des ressources humaines suffisantes pour la mise en œuvre du projet. Démontrer la capacité des partenaires, du coordinateur et de leurs établissements à manager des projets d'envergure, de cette envergure-là. Donc là, ça va être de rassurer en montrant que vous l'avez déjà fait. Donc avec des exemples de projets alors similaires, pas forcément un projet RISE, hein, mais un projet d'envergure avec des partenaires, avec des financements importants. Justifier la valeur ajoutée de toutes les organisations participantes, de leur complémentarité afin de garantir la réussite du projet. Donc ça, on en a déjà très largement parlé, mais c'est simplement de démontrer que chaque partenaire a sa place pour une raison et qu'on n'a pas simplement travaillé avec ses copains. Décrire les infrastructures, les installations et les équipements à disposition pour le projet. Et donc là, il faut bien s'assurer que de ces infrastructures et les équipements seront à disposition aussi des personnels que vous allez accueillir en secondment. Donc ça, il faudra vraiment s'en occuper et expliquer comment des synergies entre les participants seront exploitées. Dans l'organisation générale, il ne faut pas hésiter aussi à parler des différents comités et comment est-ce que ces comités-là vont interagir entre eux. Donc, dans les RISE, au-delà du steering committee, il est conseillé, par exemple, de rajouter un supervisory board en plus du management board. Alors, les secondments.
Donc là, il faut donc plus spécifiquement planifier de façon cohérente les secondments, tenir compte de l'adéquation entre la réalisation des tâches et la mise en œuvre des secondments. Donc ça a l'air d'être de la logistique pure, mais pas que. Il faut quand même qu'il y ait une cohérence aussi scientifique. Indiquer le lien entre les secondments, les objectifs de chaque work package et les expertises des participants. Les secondments, même si c'est un point extrêmement central du projet, ils sont au service d'un projet scientifique, d'un projet de formation. Décrire les aspects pratiques pour l'accueil des personnels en secondment, donc aménagement spécifique, modalité d'hébergement, soutien administratif, intégration dans le groupe d'accueil. Donc là, si vous avez des structures du type Welcome Center ou équivalent, n'hésitez pas à les mentionner ici. Démontrer que tous les participants ont la capacité d'accueillir les personnels, équilibrer les secondments entre les différentes organisations participantes. Donc, c'est-à-dire qu'un participant ne peut pas avoir 35 secondments et ensuite les 8 autres, admettons, se répartir les 10-15 restants. Proposer un nombre de secondments plausible, donc réalisable dans le temps qui est imparti du projet, en raison aussi éventuellement des contraintes logistiques inhérentes à certains pays. Justifier la durée des secondments afin qu'ils soient crédibles. Donc là, Morgane a évoqué aussi plus en amont en répondant à la question, est-ce que on peut partir pour 15 jours? Enfin voilà, après logistiquement, il faut quand même que ce soit crédible. Justifier la nécessité de tous les secondments pour la réalisation des activités planifiées. Donc là encore, c'est de démontrer que les secondments sont vraiment au service du projet et que chaque secondment a été réfléchi et est nécessaire. Alors, identifier les risques scientifiques, techniques et administratifs. En général, ça se fait sous forme de tableau. Donc l'idée, c'est pas de dire qu'il y a il y a des risques qui sont insurmontables, mais d'identifier quelles pourraient être les petites failles ou les petits challenges dans la bonne mise en œuvre du projet, que ce soit scientifique, technique et administratif, et d'y apporter une réponse, une solution. C'est ce qu'on appelle le contingency plan. Donc ça, c'est important de le mettre en place. Un risque, ça peut très bien être la non-obtention d'un visa dans le cadre d'un secondment, que effectivement un vrai défi scientifique à relever, je ne sais pas, par exemple, de ne pas avoir une cohorte suffisante, voilà. Donc ça, il faut quand même bien y réfléchir et toujours prévoir les mesures correctives qui sont appropriées. Donc pas simplement écrire bah, on fera attention. Ça fonctionnera pas. Pour les visas, vous pouvez dire, bon, bah voilà, on a pris attache avec l'ambassade de nanana pour sensibiliser l'ambassade au projet et pour accélérer les processus de visa, ou on a mobilisé nos structures en interne pour faciliter les demandes de visa. Euh, voilà, donc vraiment des mesures assez concrètes. Là, toujours, hein, encore une fois, c'est le maître mot pour rassurer l'évaluateur quant à la bonne mise en œuvre de votre projet, quant à la faisabilité de mise en œuvre de votre projet. La gestion du projet, donc les rôles, les responsabilités, la composition des fonctionnements des différents comités dans le réseau. Donc ça, je l'ai évoqué un peu plus tôt. Donc qu'est-ce que c'est l'executive board? Qu'est-ce que c'est que le steering committee? Qu'est-ce que c'est que le managing board? Comment est-ce qu'ils vont interagir? Donc là, il faut aller dans le détail. Alors ça peut prendre une ligne, hein, mais de dire, voilà, ils vont se réunir tant de fois par an. euh, en visu, à distance, il y aura un drive ou voilà, un document partagé pour mettre en place. Voilà. Donc ça, il faut quand même aller dans le détail. Les mécanismes pour piloter l'avancement du projet, est-ce que vous allez faire appel à des logiciels, des outils ou tout simplement des choses un peu plus manuelles? Les mécanismes pour contrôler le bon déroulement des secondments, donc comment est-ce que vous allez suivre le déplacement, les mobilités de vos personnels, les procédures de gestion financière et administrative du projet, donc y compris les circuits administratifs, c'est particulièrement important pour les RISE où il y a beaucoup de mobilité, ça peut vite partir dans tous les sens. Les mécanismes pour la résolution des conflits entre partenaires, les mécanismes de prise de décision et de vote au niveau du Executive Board, les procédures de gestion de qualité, donc s'assurer effectivement que le projet sera mis en œuvre de façon éthique et déontologique, que les livrables seront à la hauteur de ce qui était attendu au départ et seront livrés dans les délais.
mettre en place l'expérience, enfin mettre en évidence l'expérience passée de la structure coordinatrice et du coordinateur en matière de gestion de projet européen. Donc là, n'hésitez pas, alors c'est pas vous vendre, hein, mais à expliquer que voilà, en qualité de coordinateur, si vous êtes coordinateur, que vous avez déjà géré des gros projets qui faisaient intervenir un certain nombre de partenaires. Voilà, et qui prévoyaient des mobilités, mais en tout cas que vous êtes en mesure de gérer administrativement et financièrement un projet de cette envergure-là. Alors, je vais peut-être regarder les questions. Alors, tac. Oui, donc effectivement, ça serait une bonne idée de faire la présentation en anglais. Alors non, non, il ne faut pas nommer. Ah bah, je vois que Morgane a répondu à la question. Donc pareil, j'ai l'impression que Morgane a répondu aux questions au fur et à mesure. Alors, est-ce que les personnels des tutelles des UMR peuvent faire des secondments? Alors, c'est une question qui m'a été posée récemment. En fait, il faut quand même qu'il y ait la possibilité, je ne sais pas Morgane si tu veux intervenir, mais il faut quand même que la possibilité effectivement que le personnel puisse partir en détachement. Donc nous, on a eu certaines difficultés dans certains cas. Je ne sais pas si Morgane, toi, tu as une autre expérience. Je Normalement, enfin, il faudra reprendre le guide de cette année parce que les modalités ont changé d'une année sur l'autre. Il y a eu une année où il fallait mettre tout le monde, donc toutes les tutelles dans le réseau pour que tous les personnels des deux ou trois tutelles représentées puissent partir. Puis, on a eu la version que ça allait faire des immenses réseaux, donc ils avaient réduit en disant bah, on peut faire marcher les entités liées et à partir du moment où il y a une des tutelles, les autres membres peuvent partir. Donc là, de mémoire, euh, de mémoire, ça devrait être possible pour les différents personnels de tutelle. Mais je pense quand même qu'il faudrait ajouter en entité liée ces fameuses tutelles aux bénéficiaires qui seraient affichés. En fait. Je ne sais pas, vous auriez une tutelle université, je sais pas, Université Côte d'Azur, CNRS et l'IRD. Si c'était le CNRS qui était en bénéficiaire, je voudrais quand même parler en entité liée de l'Université de Côte d'Azur et de l'IRD pour s'assurer que les tutelles, enfin les personnels, pardon, des tutelles puissent partir. Mais voilà, il faudrait reprendre le guide pour s'en assurer, parce que ça a tellement bougé d'un appel à un autre que je ne peux pas dire de bêtises. Et on vous le remettra dans la fac de toute façon par écrit, comme ça vous aurez la réponse par écrit dans la fac. Non, le budget de fonctionnement, en fait, quel que soit le budget donné, il y a une ligne il y a une ligne de budget par mois de déplacé. C'est en personne mois qu'on compte. Donc si, imaginons, vous avez un personnel qui se déplace un mois, et ben il a 2100 € qui couvre sa mobilité, donc ses frais de voyage et de logement de subsistance. Puis côté institutionnel, il y a 1800 € pour les coûts de recherche, de formation et de réseau, et 700 € pour les coûts de management et les soins de La date limite, c'est le 28 avril, là, cette année. Par contre, est-ce que vous pourrez nous dire où est-ce que vous avez vu ce début. la date de début avril? C'est inquiétant. Oui, voilà, c'est ça, c'est pour vérifier que c'est Sur le site du ministère France, dans le premier tableau, sur le site d'Horizon 2020, du coup. Ah bon?
Bon, on va aller vérifier ça et au pire, on va aller le corriger parce que c'est surprenant. Vous dites dans le premier tableau. Oui, il doit y avoir une faute de frappe probablement. Mais on fera en sorte que ce soit corrigé pour pas qu'il y ait de. Ah oui, bah oui, il doit y avoir une faute de frappe. Eh ben merci de nous avoir prévenus. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute façon, s'il y en a certaines qui nous ont échappé, on va tout reprendre avec Saran et puis on fera comme on a fait pour les ITN. On fera un document avec toutes ces questions et qui seront disponibles comme ça. Même si vous avez raté une réponse, il y a une question qui vous intéressait, bah, vous aurez l'intégralité. Le 24 avril maintenant. Je suis très inquiète de ce site H2020. C'est très très inquiétant. Et là, j'ai carrément trouvé une autre date. J'ai trouvé 2 avril. J'ai posé une question sur la nouvelle section. Sur la nouvelle section, c'est-à-dire les formations langues, oui, elles devraient être éligibles puisqu'elles sont éligibles chez les ICN. Donc, en toute logique, si l'objectif est de pouvoir communiquer avec les autres personnels du pays en question, je pense enfin, Saran tu affirmera ou pas, mais je pense que ça devrait être éligible. Dans Impact, dans la section 3.2, New and Lasting Collaboration. Alors, juste pour la question de Madame Bage, alors attends, Sarah, je vais te remettre en animateur. 2 petites secondes. Alors, il y a 3 sous-parties au lieu de 2. Dans le template, alors vous êtes en train de dire. Euh, il y a 3 sous-parties. Hein. Il y a l'excellence, l'impact et la mise en œuvre. Donc, il y en a bien 3 et pas 2. Ils ont 3 sous-parties dans la section 3.2. Le 3.2 du template. Alors, attendez, je vais reprendre le template avec moi sous les yeux. Euh, alors, donc, on a le 3.2, il y a 3 points dans le 3.2. Il faut décrire le développement et la durabilité, la pérennité des nouvelles et des anciennes collaborations de recherche. Décrire comment le projet va générer le transfert de connaissances et qui va qui va être au bénéfice des actes participantes et décrire la contribution de l'action pour améliorer la recherche, le potentiel de la recherche innovation au niveau européen et au niveau mondial. Et donc, est-ce que oui, décrire. Oui, mais c'est ce qu'on il n'y avait que 2 points avant. Avez-vous des conseils pour les 2 premiers points? Ah bah c'est pas la même chose. Le premier, c'est vraiment de décrire comment on va développer et comment on va surtout garantir la pérennité de ces anciennes et nouvelles collaborations. Qu'est-ce qu'il va y avoir derrière? Qu'il y a des projets futurs? Qu'il y aura peut-être des projets bilatéraux? Peut-être qu'il y aura voilà, tout ce qui peut suivre de ce réseau. Alors que le deuxième, euh,
c'est comment le projet va générer le transfert de savoir et comment ça va être au bénéfice de l'organisation. Enfin, qu'est-ce que va retirer les organisations qui participent de ce partage de connaissances. Bien souvent, c'est que quand on réunit ces différentes entités, c'est qu'elles n'ont pas toutes le même niveau de connaissance sur le système de recherche. Et pourtant, il y aurait nécessité à ce que tout le monde ait le même niveau de connaissance parce que peut-être certains n'ont pas les mêmes techniques de travail, les mêmes méthodologies, alors que chez l'un ça fonctionne et chez l'autre ça fonctionne pas. Donc pourquoi, comment? Donc vraiment, qu'est-ce qu'ils vont en retirer donc de ça? C'est pas vraiment pas vraiment la même chose. Ce qu'on pourra vous donner aussi, c'est le handbook qui est réalisé par les PCN Marie Curie au niveau européen, qui détaille de la même manière qu'on fait nous ici, qui reprend chaque point et qui indique ce qui est attendu dans chaque point, et cette fois-ci en anglais. Donc, ça pourra aussi vous être utile, je pense. Est-ce que l'absence de partenaires privés dans le consortium peut être mal vue? Alors, euh, est-ce que ça peut être mal vu? Non. En soi, si vous êtes sur un réseau international, vous pourriez avoir que des académies. Si vous êtes sur un réseau que en Europe, là c'est obligatoire, il vous faudra les partenaires privés. Alors, on dit partenaires privés, c'est au sens large, hein, on est bien d'accord. C'est pas que les entreprises, c'est vraiment toutes les entités qui répondent au secteur non académique. Donc ça peut être des musées, des hôpitaux, des ONG, etc. On ne se limite pas aux entreprises. Euh, mais après, ça sera mal vu par l'expert évaluateur si il y aurait une nécessité que vous aviez un. Si il vous aurait fallu, si vous auriez eu besoin si vous aviez eu besoin je sais pas moi, d'une expertise particulière qui aurait pu se trouver que chez une entité non académique et qu'elle ne se trouve pas dans le projet, là on pourra dire, bah mince, il leur manque quelqu'un dans leur réseau. Mais sinon, si votre projet il est cohérent en étant académique, parce que vous êtes en Europe, parce que vous êtes en international, vous pouvez faire, pardon, je vous dis en international, hein, vous pouvez faire que l'académie. Mais après, tout dépend de votre thématique de recherche. Et encore une fois, faites bien attention à avoir l'intégralité des connaissances et des expertises nécessaires dans votre réseau pour pouvoir répondre à l'intégralité des objectifs que vous êtes fixés. Bon, je crois qu'on a fait le tout. Ah non, j'ai vu une question sur ah, si on a répondu, si on a répondu, c'est bon. Euh, je crois qu'on a fait le tour, Sarah, des questions. Euh, Ouais, je pense. Je suis en train de remonter là, mais je pense. donc, encore une fois, comme le webinaire est enregistré, il sera disponible d'ici quelques jours. Les facs également. Et puis, de toute façon, au-delà de tout ça, on reste à votre disposition avec l'adresse générique. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent, eh ben, n'hésitez pas. On est là pour vous aider. Donc, on espère que ça aura été utile pour vous, cette session. Encore toutes mes petites plaques d'excuses pour ce démarrage un peu chaotique au niveau du son. Mais on a fini par régler heureusement. Est-ce que vous planifiez des webinaires, question de type de projet? On fera fort probablement celui des bourses individuelles et du profound, je pense. On a fait Itinéraire, donc je pense qu'on va continuer sur notre lancée. Mais en fait, après, on va s'en tenir, nous, au projet Marie Skłodowska Factory, puisque on est le PCN de ce programme, donc on ne pourra pas en faire. Enfin, il faudra se tourner vers les autres PCN pour le fonctionnement des autres projets européens. Voilà. Mais renseignez-vous parce que les autres PCN, enfin il y a d'autres PCN, notamment le PCN santé, qui font aussi des webinaires sur les appels à projets plus santé. Je ne sais pas si à part eux, il y en a d'autres qui le font, mais regardez sur le site d'Horizon 2020
du gouvernement et vous verrez, il y a pas mal de choses. Bon, on va couper la session là alors. Bonne fin de journée à tous. Au revoir.